L'eau paraît être une ressource inépuisable, disponible pour tous et partout. Mais cela n'est pas le cas parce qu'on parle de 1 sur 3 personnes dans le monde qui n'a pas accès à cette ressource. Et en RDC, près de 26% de la population seulement ont accès à cette ressource. Pour cette année 2024, les Nations Unies ont choisi pour thème, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'eau pour la paix. En croire cette thématique, on croirait qu'elle pourrait être une source de conflit, mais qu'en est-il exactement? Nous allons en parler sur ces plateaux de la Minute Écolo avec le professeur Raphaël Tshimanga, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour madame. Et Junias Kabele, bonjour. Bonjour. Je lui dis, monsieur Raphaël Tshimanga est professeur, directeur de l'école régionale de l'eau à l'université de Kinshasa. Professeur, la crise de l'eau dans le monde, mythe ou réalité? Ah oui, c'est une réalité, madame. C'est que nous sommes en train de profiler vers la crise de l'eau et tout le monde en parle dans le monde. Et ce qui est curieux, c'est que nous sommes en train de gaspiller cette ressource ici au niveau de la RDC. Alors, c'est que selon les projections, nous sommes en train de tendre vers une crise de la disponibilité de l'eau et puis aussi une grande variabilité de l'eau due bien entendu au contexte de changement climatique, mais aussi il y a la donne de la croissance démographique galopante, il y a aussi la donne du développement industriel, technologique qui exige vraiment beaucoup d'eau. Et aussi la donne de changement d'occupation des terres qui contribue aussi à mettre de la pression sur les ressources en eau existantes. Alors, quand nous voyons un peu la cartographie d'une façon globale, mais aussi en Afrique, plus particulièrement, nous voyons déjà des tendances de sécheresse vers le nord de l'Afrique, n'est-ce pas? On parle même du phénomène de sahélisation et vers l'Afrique australe, vers le sud de l'Afrique. Nous voyons encore la cartographie de la sécheresse avec actuellement des pénuries criantes au niveau de l'Afrique australe, des pays de l'Afrique australe, tels qu'Afrique du Sud, où les réservoirs sont presque vides. Et nous sommes en train de parler du phénomène de calarisation. Alors, c'est ça ce que nous sommes en train de voir et c'est que ça contribue à la pénurie des ressources en eau disponibles pour les besoins socio-économiques et les besoins aussi environnementaux. Alors, ça demande la conscientisation, ça demande l'expertise, ça demande que nous puissions nous investir dans le renforcement des capacités techniques, humaines, mais aussi institutionnelles. D'accord, professeur, mais dans ces problèmes de la crise de l'eau dans le monde, est-ce que l'eau de mer peut être une solution, puisqu'elle est elle est plus disponible que l'eau douce? Oui, l'eau de mer, c'est une solution, c'est une forme d'eau, mais qui n'est pas directement utilisable pour les besoins domestiques ni pour les besoins industriels, puisque ça demande une technologie de désalinisation qui actuellement coûte cher, puisque si nous prenons en moyenne, les coûts qui sont utilisés actuellement, c'est environ 0,5 $ en moyenne pour désaliniser 1 mètre cube d'eau, 1 mètre cube d'eau, oui, pour la rendre cette eau-là utilisable aux besoins domestiques, aux besoins socio-économiques et consorts. C'est ça, c'est environ 0,5 $ par mètre cube. Alors, je fais allusion, peut-être j'anticipe, mais c'est que quand je parle de ça, c'est que je me dis, nous, au niveau de la RDC, ici à l'exutoire, c'est environ 1,3 mètres cubes, 1,3 milliard mètres cubes d'eau que nous déversons dans l'océan annuellement. Alors, un simple calcul, prenons juste 1,3 milliard
000 mètres cubes, n'est-ce pas, multiplié par 0,5 $ d'eau de mètres cubes désalinisés. Voilà. Vous allez comprendre un peu la valeur économique de l'eau que nous avons au niveau de la RDC. C'est un peu ça. Et cette compréhension peut vraiment nous pousser à pouvoir prendre la gestion de l'eau au sérieux, pour savoir qu'il y a des milliards de dollars qui se trouvent dans l'eau et qui peuvent être utilisés pour le bien-être C'est vrai socio-économique. que même dans l'eau douce, il y a une grande partie qui est aussi enfermée dans les glaces, dans les neiges. Donc, c'est Exactement, puisque ça, c'est que lorsque nous prenons, par exemple, la distribution spatiale des ressources en eau et les volumes, nous voyons que sur les 100% d'eau contenue sur la planète Terre, il y a environ 97,5% qui se trouvent sous forme saline. Et il y a environ 2,5% qui se trouvent sous forme d'eau douce. Mais cette forme-là est subdivisée. Il y a l'eau qui se trouve sous forme de calottes glaciaires qui contribue bien entendu à la régulation, n'est-ce pas, du climat au niveau global, n'est-ce pas? Oui, oui. Puisque maintenant, avec la fonte, avec l'augmentation des températures, il y a la fonte des glaces, n'est-ce pas, et qui contribue aussi à l'élévation des niveaux des mers et qui menace toutes les villes côtières, même les pays insulaires, n'est-ce pas? Vous trouvez, c'est vraiment une menace de changement climatique. Alors, et puis nous prenons aussi la quantité d'eau, les volumes d'eau stockés dans les eaux souterraines, dans les nappes fossiles et consorts, vous trouvez qu'il n'est pas directement accessible. Et ce qui est accessible à l'homme que vous et moi, nous pouvons utiliser, c'est vraiment juste 0,3%, n'est-ce pas? Donc, nous prenons 0,3% sur les 100% du volume total d'eau qui existe que nous devons utiliser. C'est pourquoi nous disons que l'eau douce, n'est-ce pas, est vulnérable, épuisable, finie et doit être protégée, puisque nous n'avons que 0,3%. l'eau douce doit être protégée. Junias Kabele, vous êtes expert en santé et environnement, assistant à l'école des santé publiques. Alors, quelles sont les innovations les plus prometteuses pour améliorer la qualité de l'eau en RDC? Merci beaucoup pour la question. C'est une très bonne question. Concernant les innovations les plus prometteuses, vous savez que lorsqu'on parle d'innovation, on peut aller dans les deux sens. Une innovation peut être un élément qui n'a jamais été fait et qu'on met en place. Et on peut aller dans le sens aussi où ce sont des éléments qui sont faits ailleurs, mais qu'on rapporte ici en RDC. Essentiellement, je vais prendre le deuxième aspect, parce que si on doit entrer sur la première partie qui dit que l'innovation est quelque chose de nouveau, il y a par exemple les procédés avec les nanofiltrations qui utilisent des techniques pour réutiliser de l'eau. Donc de l'eau usée qui peut être réutilisée et redistribuée pour la consommation. Il y a plusieurs techniques dans ce sens-là. Mais à notre niveau, je pense qu'en RDC, il faudrait d'abord commencer par avoir des infrastructures de distribution d'eau solide. Je m'explique. Nous avons la régie des eaux, nous avons, maintenant que le secteur de l'eau a été libéralisé, nous avons plusieurs entreprises qui œuvrent dans la production d'eau. Mais l'un des problèmes, notamment avec la régie des eaux, après le traitement, c'est la distribution de cette eau-là. Donc, nous n'avons pas un système solide de distribution d'eau. Parce que, je prends par exemple l'usine de Ngalié Makia Ouvert, ils ont une contrainte. La contrainte, c'est qu'ils produisent de l'eau, mais ils ont des difficultés à distribuer cette eau-là. Pourquoi? Parce qu'il y a les canalisations d'eau qui n'ont pas suivi. Donc, le premier élément que je prendrais, c'est d'abord avoir une infrastructure solide de distribution d'eau, donc ce qui signifie avoir des canaux de distribution d'eau qui peuvent arriver à emmener les eaux jusque dans des ménages. Mais à côté de cela, il y a, en rapport avec la qualité de l'eau, principalement, il y a certains systèmes qui peuvent être mis en place, notamment, comme j'ai parlé des systèmes de filtration des nanofiltres,
qu'ils peuvent utiliser pour avoir une meilleure qualité de l'eau. Il y a d'autres systèmes, d'autres unités de traitement d'eau qu'on peut mettre en place, notamment l'utilisation des charbons actifs pour avoir de l'eau essentiellement potable. Mais donc nous nous rendons compte que aujourd'hui en RDC, au lieu de viser déjà les technologies un peu plus complexes, je pense que la base serait d'abord d'avoir un système de distribution pérenne qui peut permettre de distribuer de l'eau dans chacun des ménages. Voilà, merci beaucoup, Junias. Je reviens vers le professeur. Professeur, qu'en est-il de la réglementation du secteur de l'eau? Qui est censé normalement régler ces secteurs? Je peux aller jusqu'à prendre les exemples de forage qu'on voit à Kinshasa actuellement partout. Qui règle ces secteurs normalement dans les institutions étatiques? Ok, madame, disons qu'il y a un cadre institutionnel qui existe, c'est qu'il y a différents ministères avec différentes attributions. Voilà, oui. Ces acteurs interviennent bien entendu dans le secteur dans la réglementation des aspects d'approvisionnement, des usages, des le consort et tout ça. Ce qui est vrai, c'est que nous voyons, ce n'est pas la réglementation, c'est nous voyons les désordres. C'est ça. Alors, et cela nous pousse à croire qu'il y a un problème quelque part qui existe. Puisque ce n'est pas à démontrer, ça s'observe soi-même. Tout le monde voit qu'il y a vraiment un désordre dans le secteur de l'eau. C'est que il n'y a pas un accès amélioré aux services des ressources en eau. Voilà, oui. Il y a vraiment les interventions les pratiques que nous observons actuellement sont des pratiques des dégradations des ressources en eau existantes. Alors, quand nous voyons cela, nous disons qu'il y a un problème avec la réglementation et je ne vais pas pointer des personnes ou bien des institutions avec le doigt même. Je me dis qu'il y a un problème qui existe avec notre cadre de gouvernance actuelle du secteur de l'eau et qu'il est important que nous puissions soit c'est le cadre institutionnel qui pose des problèmes, il faut voir comment remettre de l'ordre là-bas, soit c'est le manque de personnes adéquates qui doivent faire leur travail, il faut trouver des personnes capables de pouvoir faire le travail, soit c'est le manque des outils de gestion, n'est-ce pas? Il faut vraiment trouver les outils de gestion qui doivent être appliqués pour pouvoir réglementer les secteurs. Vous n'avez pas voulu dire exactement. Bon, non, mais moi je vous dis, il y a... Vous ne citerez pas des noms, mais quand même. Non, ce n'est pas question de... Moi je suis scientifique, hein, vous comprenez. Je suis scientifique, mais ce sont des questions que nous évoquons souvent et lorsque nous les évoquons, il y a des personnes qui pensent que nous sommes en train de l'énoncer, mais nous sommes en train de voir les normes, la situation d'une façon idéale, comme ça doit fonctionner, n'est-ce pas? Il y a les cadres institutionnels actuels. C'est qu'il y a le ministère de l'Environnement qui intervient, le ministère de Ressources hydrauliques et électricité, il y a le ministère de la Santé qui intervient avec la direction de l'hygiène, il y a au niveau du ministère de l'Agriculture, il y a, puisque je ne vois pas seulement l'eau potable, l'assainissement, mais je vois la ressource en eau dans sa globalité, hein, avec tous les services que ça fournit. Je parle ici de l'énergie, n'est-ce pas, propre, hydroélectricité. Je parle de l'irrigation, bien entendu. Je parle de l'accès à l'eau potable et assainissement, oui. Je parle du transport fluvial. Nous sommes à côté, bien entendu, comme vous le voyez. Nous sommes à côté du fleuve et où il y a les transports fluvial qui doit être valorisé, tout ça. Je parle un peu, j'ai cette approche holistique aux problèmes, aux questions de ressources en eau dans notre pays. Alors, il y a plusieurs
ministères qui interviennent dans ce secteur, plusieurs départements qui interviennent, mais qui sont, à mon avis, défaillants, n'est-ce pas? Et pourquoi cette défaillance? C'est parce que d'abord, il y a les chevauchements des rôles, n'est-ce pas? Vous allez voir des conflits éternels, persistants entre différents ministères. Non, moi, c'est moi qui interviens ici, c'est moi qui interviens là-bas et tout ça. Prenons le cas des inondations. Lorsque nous avons observé les inondations pas très longtemps, au mois de décembre 2023, au mois de janvier 2024, qui est intervenu, n'est-ce pas? Les gens pensaient, non, c'est telle personne qui va intervenir, telle personne qui va intervenir, telle personne, jusqu'à ce que seulement les services de la présidence vont être mobilisés, se disent, non, on ne peut pas laisser la situation comme ça, le vide. Il faudra qu'on puisse intervenir, n'est-ce pas? Ils vont convoquer des réunions, voilà, on va collaborer, les scientifiques vont collaborer avec les services de la présidence pour lancer ces cris d'alarme et collecter quelques données. Vous trouvez un peu ça? Donc, c'est qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Avec le cadre institutionnel, nous avons déjà dénoncé tout cela depuis très longtemps. Moi, je pense que il faut un cadre institutionnel, bref, n'est-ce pas? Le cadre institutionnel qui existe actuellement est inefficace, il est inadéquat, il est inapproprié au regard des disponibilités des ressources en eau que nous avons dans ce pays. L'avenir de la RDC, c'est dans l'eau. Nous devons lui accorder un cadre institutionnel qui donne la juste valeur aux ressources en eau. Alors, moi, je pense qu'il faut mettre en place un cadre institutionnel, n'est-ce pas, qui a une vision, une approche holistique aux problèmes ou bien aux questions des ressources en eau. Et ce cadre institutionnel, ça ne doit pas être une direction au sein du ministère de l'Environnement, une direction au sein du ministère d'Hydraulique et Électricité où il n'y a que l'électricité qui est valorisée, une direction au sein du ministère de l'Agriculture. Non, ça doit être un ministère, n'est-ce pas? Un ministère qui englobe un peu tous les services de ressources en eau et qui aborde ces aspects-là. Merci beaucoup, professeur. Junias, je reviens vers toi, puisque tu es de l'école de santé publique, je l'ai dit au début. Quelles sont les mesures les plus urgentes à prendre pour protéger la santé publique, la santé de la population face à la pollution de l'eau? Les mesures à prendre pour protéger la santé de la population face à la pollution de l'eau. Déjà, la première mesure d'emblée comme ça, si je peux la prendre, ça signifie qu'il faut déjà commencer par doter la population d'une eau de qualité, en qualité et en quantité suffisante. Alors, en revenant sur ce facteur, prenons la situation globale. Comme le professeur vient de le dire, qu'il faut toujours avoir une approche holistique quand il s'agit de parler de l'eau, parce que l'eau intervient à plusieurs niveaux. Je vais prendre un exemple, vous vous rendrez compte qu'on a eu, je crois même en 2022, on a continué d'avoir des épidémies de choléra, ici même à Kinshasa, au niveau de Maluku. On a continué d'avoir des épidémies de choléra. Pourquoi? Parce que la population consomme une eau qui n'est pas propre. Consomme une eau qui n'est pas propre à la consommation, si je peux me répéter dans ce sens-là. Alors, quelles mesures à prendre? Il faut commencer par être strict d'abord. Quand je dis commencer par être strict, ça signifie être strict envers soi-même. Mais on se retrouve dans une difficulté où il faut que les gens consomment de l'eau. On ne peut pas s'éviter. Exactement, il faut que les gens consomment de l'eau. D'où on venait de parler du cadre, légal qui régit l'eau dans notre pays. Donc, il faut déjà qu'il y ait un cadre précis qui édicte des normes propres au pays parce que actuellement, les normes qui sont utilisées sont les normes de l'OMS. Mais pas seulement les normes de consommation d'eau, mais l'un des plus gros soucis, au fait, c'est l'eau que nous utilisons. L'un des plus gros soucis, c'est l'agriculture. Lorsque l'agriculture ne se fait pas d'une manière saine, il y a les ressources en eau qui sont polluées. Lorsque nous, population, nous marchons en cours de route et nous jetons des déchets dans l'eau, c'est l'eau qui est polluée. Parce que à chaque fois que nous déversons des déchets dans l'eau, et j'ai vu à plusieurs reprises ce qui se passe quand il pleut à Kinshasa, il y a les fosses septiques. Donc, pendant qu'il pleut, les gens ouvrent leurs fosses septiques pour évacuer les excrétas qui s'y trouvent. Alors, vous vous rendez compte que c'est une pollution de plus qui contamine de l'eau.
Donc, à chaque fois, l'eau, elle est contaminée, à chaque fois, l'eau, elle est polluée et le traitement de l'eau, de la régie des eaux devient compliqué. Donc, en résumé, ce que je peux dire, premièrement, il faut d'abord avoir un cadre légal. Il y a les cadres légaux qui existent, mais il faut faire en sorte que ce soit assez centralisé pour qu'il n'y ait pas de conflits d'intérêts. Exactement, Junior. Et quand tu parlais de fosses septiques qui sont déversées directement dans les rivières, je me dis, la population doit aussi avoir des contraintes. Alors, s'il faut contraindre ces personnes, qui doit les contraindre? Comment on doit les faire? À qui elle doit rendre des comptes pour arrêter ces phénomènes? Exactement. J'étais en train d'y arriver là. Okay. C'est vrai qu'il faut contraindre la population. Mais lorsqu'on contraint la population, vous proposez à la population quelle solution? C'est comme ça que le problème de l'eau, on ne peut pas séparer l'eau et l'assainissement. On ne peut pas séparer l'eau et l'assainissement. D'où, pour les personnes qui déversent les excrétas comme ça, en temps normal déjà, dans une ville, il faut, j'allais dire une ville qui se respecte. Bon, je préfère ne pas employer ce mot-là. Mais dans une ville, il faut qu'il y ait un système de drainage et d'assainissement. Ce qui signifie que les eaux ne peuvent pas, les eaux des fosses septiques, des excrétas et tout, ne peuvent pas être, on ne peut pas utiliser le système de fosses septiques dans une grande ville comme Kinshasa. Les systèmes de fosses septiques doivent être utilisés dans des milieux quand même assez reculés où on peut avoir un assainissement autonome. Normalement, pour la ville de Kinshasa, il faut qu'on ait un assainissement collectif. Donc, ce qui signifie qu'il faut qu'il y ait des systèmes d'égouts qui vont faire en sorte que tous les déchets qui sont produits, donc tous les excrétas et les eaux usées, tous les eaux usées qui sont produits doivent se diriger vers un même endroit pour être traités. Mais en ce moment, on croirait que c'est impossible parce que l'urbanisation s'est faite comme on le voit, chacun fait ce qu'il veut. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour rattraper un peu? Parce que de toute façon, c'est nous qui souffrons, c'est la population elle-même qui souffre. Alors, dire que c'est impossible, moi, je ne pense pas que ce soit impossible. Difficile, oui, mais je ne pense pas que ce soit impossible. Je m'explique. Si chaque quartier arrivait à mettre en place un système autonome de traitement de ces eaux usées, donc ça ferait que les eaux seront canalisées vers un même endroit et on va déjà commencer par résoudre un petit souci qui est celui de ne pas déverser ouvrir les caniveaux pour les déverser lorsqu'il pleut. Donc, c'est déjà des éléments. Il faut arriver à mettre des systèmes, même par quartier, des petits systèmes qui pourront tant soit peu alléger la situation. Ça, c'est un des premiers éléments. Et ensuite, pour un début, bien sûr, mais après, il faudra nécessairement voir à grande échelle, trouver une solution pour urbaniser parce que l'eau, pour mieux gérer l'eau, pour mieux assainir une ville, il faut nécessairement avoir un système d'urbanisation qui vaut son pesant d'or. Merci Junias. Professeur, puisque vous êtes directeur de l'école régionale de l'eau, comment vous pensez qu'il y a une collaboration entre l'UNIKIN et d'autres institutions étatiques ou d'autres institutions de recherche pour lutter contre la pollution de l'eau? Nous sommes une institution de formation, une institution de recherche. C'est que notre apport, c'est d'abord dans la formation. Nous avons mis en place tout un programme de formation qui aborde ces aspects. Nous avons un programme de 3e cycle de master en ressources en eau où nous avons 5 spécialisations qui tiennent bien entendu compte des potentiels services de ressources en eau qui se trouvent dans notre pays. Nous avons la spécialisation en eau et environnement qui aborde ces aspects des pollutions, des inondations et voilà de la valeur environnementale de l'eau et voilà. Nous avons une spécialisation sur eau et eau potable, assainissement. La 3e spécialisation, c'est eau et énergie. 4e spécialisation, c'est eau et navigation. Et la 5e spécialisation, c'est eau, irrigation et aménagement hydro-agricole. Alors, ici, c'est que vous avez parlé des innovations. Il y a des apprenants qui sont en train de travailler sur les aspects innovants
afin de pouvoir faire face aux problèmes émergents de la gestion de l'eau dans notre pays. Et pour cela, nous collaborons avec différentes institutions gouvernementales, mais aussi du secteur privé pour la formation. C'est que d'abord, il y a nous recevons les experts des institutions du gouvernement et des personnes qui veulent renforcer leurs capacités. Nous les recevons pour des formations bien orientées, mais aussi nous envoyons nos apprenants dans ces institutions, dans les différentes institutions du secteur de l'eau dans notre pays, pour qu'ils fassent leur stage. Et en faisant leur stage, ils peuvent déjà aussi détecter les problèmes de gestion de l'eau qui se trouvent dans ces institutions-là, mais aussi même les besoins de gestion raisonnée des ressources en eau qui se trouvent dans leurs institutions, et former des cas d'études, constituer des cas d'études pour ces apprenants. C'est comme ça que nous sommes en train de collaborer avec les différentes institutions, mais aussi nous participons à plusieurs actions qui sont orientées vers l'élaboration des stratégies de gestion des ressources en eau en République démocratique du Congo. Voilà, et aussi dans l'amélioration du cadre de gouvernance. Voilà, c'est comme vous m'avez invité aujourd'hui. Donc, c'est déjà un aspect de collaboration. Nous échangeons, nous dialoguons et nous voyons comment ensemble nous pouvons faire avancer l'agenda du secteur de l'eau dans notre pays. D'accord, professeur. Ce sera pour vous la dernière question. Vous allez nous donner une note d'espoir, bien sûr, pour relever les défis de l'eau et garantir un accès équitable à cette ressource. Ah oui, merci. C'est que l'eau, quand nous voyons l'eau, nous voyons l'énergie. Quand nous voyons l'eau, nous voyons, et chez nous, et c'est comme ça dans notre pays, hein, quand nous voyons l'eau, nous voyons les transports, n'est-ce pas? Quand nous voyons l'eau, nous voyons la sécurité alimentaire, nous voyons la santé. Quand nous voyons l'eau, nous voyons l'irrigation, donc nous voyons l'environnement, nous voyons la biodiversité aquatique. Et c'est ça ce que nous devons valoriser. Nous devons quitter nos habitudes, nos pratiques traditionnelles de voir l'eau comme un bien gratuit, quelque chose. Et c'est ça même ce qui contribue, qui explique notre comportement actuel, où nous gaspillons l'eau et nous sommes en train de jeter toutes les ordures dans l'eau. Je pense que c'est parce que nous ne connaissons pas la valeur de l'eau. C'est qu'il est important que nous puissions sensibiliser les différents acteurs sur la valeur de l'eau. Quand nous parlons de la pollution aujourd'hui, ce n'est pas seulement la pollution domestique que nous voyons à Kinshasa, mais nous voyons toutes les industries qui sont le long du fleuve, qui sont en train de polluer l'eau, et avec des éléments de trace, des métaux lourds et consorts, et qui, lorsque c'est en contact avec les espèces aquatiques qui sont dans l'eau, n'est-ce pas, entre dans la chaîne trophique et pose des problèmes sur la santé humaine. Nous voyons la pollution minière. Aujourd'hui, aller sur la rivière, par exemple, à Rouimi, vers ou bien les rizières qui sont au niveau de la province orientale. Non, mais il y a une pollution inacceptable. Il y a des gens, n'est-ce pas, que nous considérons civilisés, qui sont venus de l'extérieur, qui ne peuvent pas faire ça dans leur pays, mais qui viennent, qui sont en train de polluer l'eau d'une façon inacceptable, inadmissible. Alors, je ne sais pas, là, il y a un problème sérieux. C'est là qu'on parle même de la réglementation. Nous savons que quand nous dépassons Maluku, nous ne pouvons pas seulement voir les problèmes de pollution ici à Kinshasa. Quand nous dépassons Maluku, jusque vers Kisangani, n'est-ce pas, les populations
riveraines qui sont le long du fleuve n'ont comme source d'eau de boisson domestique que cette eau du fleuve. Cette eau qui est polluée par les miniers, qui est polluée par les différents bateaux qui font des navigations et tout ça. Non, je pense qu'il y a un problème. Je pense que la civilisation humaine, n'est-ce pas, a commencé par l'eau. L'eau, c'est un facteur majeur de la civilisation humaine. Donc, il y a des soubassements de la civilisation humaine que nous devons conserver. Lorsque nous sommes en train de voir les pratiques qui s'observent maintenant au regard de gestion de l'eau, des utilisations de l'eau dans notre pays, nous pensons que nous sommes en train d'empiéter les soubassements de la civilisation humaine. Et il est temps que nous puissions quand même nous relever, nous puissions prendre des mesures qui s'imposent pour sauver nos eaux. Prenons, je reviens encore, nous sommes à Kinshasa, allons sur la baie d'Engaliema, allez regarder ce qui se passe là-bas, mais juste à côté là, c'est qu'il y a une usine de la Régie des eaux, de captage d'eau de la Régie des eaux, qui distribue l'eau sur sur Gombe, l'espace de Gombe, où il y a des millions de personnes qui utilisent cette eau, mais allez voir les degrés de pollution qu'il y a au niveau de la baie de Gombe. Alors, je pense qu'il est important que nous puissions acteurs, en tant qu'acteurs, nous puissions nous unir. Il y a un principe de la gestion qui dit que, qui appelle à la participation des parties prenantes pour les questions de l'eau. C'est qu'il est important que, bien, nous sommes en train de nous focaliser sur la population, peut-être la population qui n'a pas assez d'impact, mais voyons aussi les acteurs, du secteur public, du secteur privé, les scientifiques et tout ça, ensemble, nous pouvons encore sauver nos cours d'eau qui sont en train d'être pollués. Un cours d'eau a une vie. Un cours d'eau naît, grandit et meurt. Et nous sommes en train d'assister à la disparition de nos cours d'eau. Il est temps que nous puissions protéger nos cours d'eau. Merci beaucoup. Merci, professeur. Il est temps que nous puissions protéger nos cours d'eau. Junias, ton dernier mot en 1 minute. Une note d'espoir pour les défis autour de l'eau. Une note d'espoir pour les défis autour de l'eau. Je pense que le professeur venait de tout balayer, mais il y a un élément important sur lequel j'aimerais bien revenir, sur le fait que beaucoup de personnes pensent que les ressources en eau sont des ressources illimitées, mais on se trompe. Parce que comme le professeur l'a dit, une rivière peut mourir. Des cours d'eau peuvent mourir. C'est comme cela que c'est important de protéger nos ressources en eau. Et la protection de nos ressources en eau commence d'abord par moi, commence par toi. Nos petits gestes que nous faisons en cours de route, nos petits gestes que nous faisons à côté des rivières, à chaque fois que nous jetons un déchet ou un élément dans ce sens-là dans nos rivières, ou pas seulement dans nos rivières, même déjà sur les routes, le lessivage fait en sorte que tous les déchets reviennent dans les rivières et vont dans le fleuve. Et ce qui se passe, c'est que la pollution de nos eaux ne sont pas seulement pour nous, mais elles deviennent mondiales. Donc, je pense qu'il est temps que chacun d'entre nous prenne ses responsabilités aux différents niveaux, que ce soit au niveau des personnes qui gèrent le pays, que ce soit au niveau de nous, les individus. Il est temps que les personnes prennent, chacun d'entre nous prenons nos responsabilités et que nous décidions tous ensemble de gérer nos eaux, de gérer nos déchets, parce qu'on ne peut pas écarter la pollution des eaux avec la gestion des déchets. Donc, je pense que je m'arrêterai là et je dirais que c'est le devoir de toi. C'est ton devoir, c'est le mien, c'est le devoir du professeur et c'est le devoir de chacun d'entre nous de gérer. Merci beaucoup. L'eau pour la paix, c'était la Minute Écolo pour aujourd'hui. Nous étions avec le professeur Raphaël Timanga et monsieur Junias Kabele. Nous avons discuté de cette thématique, nous avons discuté de tout ce qu'il y a autour de l'eau. C'est vrai, on n'a pas touché toutes les parties, mais on comprend
que si les temps nous étaient largement donnés, le professeur allait encore aller au-delà. On voit comment il parle avec passion parce qu'il est vraiment dans ça. Et quant à vous qui nous suivez depuis le début, je vous dis un grand merci. Un grand merci à notre partenaire qui nous accueille aujourd'hui. Nous sommes au bord du Majestic River. Je vous donne un autre rendez-vous pour la prochaine Minute Écolo. À tout de suite.